Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, mais non, nous ne sommes pas au salon de l'auto, on est au salon de Lyon, on a tourné plein d'émissions ici. Marcel, on est là pour illustrer les génies de l'ingénierie japonaise. On est devant une Honda S800. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit que les S800 avaient un moteur de moto, sous-entendu un moteur de CB750. C'est complètement faux. Alors, oui et non, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les moteurs de voiture, c'était des moteurs avec des blocs en fonte et culbutés. Honda a amené en 68 un moteur aluminium, arbre à cam en tête, avec le vilebrequin monté sur roulement. Il prenait 8000 tours. Il y avait un carburateur à dépression par banc de cylindre. Donc, si tu veux, à l'époque, l'équivalent de ça, c'était l'Austin LS Sprite ou la MG Midget. Qui était un truc avec un moteur de tracteur, voilà, qui prenait agricole, 4500 tours. Voilà, et ça prenait presque double de chevaux, c'était fiable. Et tu le prenais dans la gueule voilà. en plus. Et puis après, la légende a dit, ouais, comme c'est un moteur qui prenait 8000 tours, on a dit que c'était un moteur de moto. Mais pas du tout, il est même sorti avant le moteur de la CB750 four. Alors, on a derrière nous un moteur de CB750 sur une petite estrade, on va regarder ça, c'est magnifique. Et puis, on a les 4 premières versions de la CB750 qui sont là devant nous. Alors on a fait Axel un apéro sur la CB750, donc l'idée c'est pas de revenir sur les bases de cette moto, c'est justement de montrer la 750 un peu dans ses différentes évolutions, et il y a beaucoup de motos sur le stand du CB Club de France. Par contre le moteur là nu c'est vachement intéressant parce que ça pareil à l'époque c'était une révolution. Ouais, c'était une révolution. Pourquoi parce que déjà 4 cylindres, il n'y en avait pas beaucoup en production. La plupart des motos italiennes, il y avait la mouche mammouth hein. Oui, mais la mouche, je sais. Mais la plupart, on était encore sur des twins. Donc là, c'était quand même un moteur 4 cylindres. Technique automobile. Le vilebrequin était monté sur palier lisse, qui était à l'époque une révolution, parce que la plupart des vilebrequins à l'époque étaient sur roulement. Arbre à cam en tête, d'où le OHC, Overhead Cam 750. Donc un arbre à cam en tête qui est actionné par les culbuteurs, les soupapes d'admission et d'échappement. Donc ça, c'était aussi assez avancé, même si effectivement la Verda, tout ça à l'époque avait déjà une distribution comme ça. Voilà, ensuite, 4 carburateurs, des Kein, boîte 5, transmission. La transmission primaire était assez particulière. En fait, c'était une grosse chaîne qui était entre le cylindre 3 et le cylindre 4, qui actionnait l'arbre primaire de boîte. Donc voilà, c'était assez... Il n'y avait pas beaucoup ça à l'époque, c'était surtout les transmissions sur le côté, sur les moteurs de moto. Là, c'est central, ce qui fait qu'au niveau d'effort, ça évitait à la boîte d'avoir des contraintes. Et puis on a classique, l'alternateur ici avec rotor-stator. Et ici, on avait jeu de rupteur. Voilà, 2 jeux de rupteur. Ce qui me fascine, c'est qu'avec Marcel, j'ai l'impression d'être bon en mécanique et d'être capable de démonter un moteur sans me blesser. L'embrayage. Voilà, donc c'est un moteur simple, tout en aluminium, mais d'une fiabilité ferroviaire. Parce que voilà, tu pouvais descendre à Marseille à toc et tu pétais pas ton moteur. C'est surtout ça parce que il était moins puissant que le 3 cylindres Triumph de la même époque, les T150, il faut le savoir. Mais il était hyper fiable, donc voilà. Et puis après, c'est pas vrai, ça sortait 60 chevaux un T150. Ouais, mais ça marchait mieux que ça en compétition. Ça n'a jamais réussi à battre les 3 cylindres. Moi, je suis Triumph, vous le savez. Ouais, il est Triumph, voilà. Par contre, ça a bien évolué ce moteur. Alors justement, ici, en fait, on a plusieurs versions de la première génération de CB750. On va pas revenir dessus, on en a parlé longuement. Sachez que c'est une moto qui a eu un succès incroyable. Quelques chiffres, elle a été vendue à 23 000 exemplaires en France, plus de 400 000 exemplaires dans le monde. C'était vraiment un step absolument phénoménal dans l'histoire de la moto. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas la 750 de base, on en a parlé, c'est qu'elle a évolué, elle a été préparée. Et Fred, viens avec nous, viens voir, il y en a des sympas là-bas. Donc on arrive au K1, c'est une évolution de la K0, K1, donc on est quand même grosso merdo sur la même moto. Il y a, vous voyez, les logos de caches latéraux qui changent. Avant, il y avait 4 câbles qui entraînaient les 4 carbus. Maintenant, c'est un palonnier. Des petites évolutions. Les voyants sont dans le tableau de bord. Avant, ils étaient sur une platine. Donc, on peut considérer que la K0, K1, K2, c'est à peu près les mêmes motos. Et là où ça commence à évoluer, c'est quand arrivent les premiers kits moteurs pour augmenter la cylindrée. Parce qu'à l'époque, justement, la CB est engagée en endurance. Il y a un concessionnaire français très important qui s'appelle Japoto, qui fait des réalisages des motos. Et c'est de l'expérience de la compétition qui développe des kits pour la route. Ça se passe pas si simplement que ça, parce qu'en fait, il y a des problèmes de fuite d'étanchéité. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, on voit très bien qu'entre les premiers modèles ici, où c'est juste réalisé à 950 et puis ensuite ça passe à 1000, on voit en fait qu'ils redessinent complètement les carters moteurs et les entourages des cylindres pour avoir des choses qui tiennent la route et qui tiennent la puissance. Par rapport à une CB classique qui sort à 67 chevaux, là on est à plus de 80. Donc c'est quand même un peu autre chose. Ça tartine autrement. Tout ça avec le châssis de l'époque. Ouais. Châssis, et ça, mec, ça devait être rock'n'roll. À l'ADN de serpent. D'ADN de serpent de mer. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, puisqu'on parle de châssis, eh bien, il y a des gens qui se rendent compte que les Japonais savent faire des moteurs, mais qu'en termes de tenue de route, c'est un peu de la merguez. Et du coup, on passe sur des préparations comme Martin. Martin, c'est quelqu'un qui a compris, et justement avec la CB, qu'avec
du chrome molybdène et un cadre poutre. On avait des motos qui étaient plus légères et qui tenaient enfin la route. Et en fait, l'âge d'or de ces préparateurs perdurera jusqu'à l'arrivée, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, de la GSX R750 qu'amène le cadre aluminium en série sur les motos sportives. Et du coup, les faiseurs de talent comme Martin, Egli, dans une moindre mesure Bimota, Godet Genoux, Silet, etc. Ces mecs-là se retrouvent avec beaucoup moins de travail, et puis c'est un peu un cap dans l'histoire de la moto performante. Exactement. À noter que le cadre Martin que vous voyez là est quand même une imitation du cadre Egli poutre, en un peu moins bien fait. C'est juste pour l'anecdote, c'est que la poutre centrale du Martin, c'était une tôle d'acier alu roulée et soudée, alors que sur le Egli, c'était un tube étiré à froid. Donc c'était beaucoup plus résistant, le cadre Egli, mais il coûtait une fortune à faire. Donc Martin, c'est une copie un peu moins haut de gamme des cadres Egli. Voilà. C'était pour l'anecdote. Et surtout, Martin faisait des cadres, mais se souciait en fait moins des périphériques. C'est-à-dire que les suspensions, les freins, c'était pas forcément du haut de gamme, là où les Italiens mettaient des composants de meilleure qualité. Et ce qui fait que il y avait parfois un sentiment de moto sympa, mais pas forcément bien achevé. Il y avait aussi un problème sur les plastiques, c'est-à-dire que les peintures pailletées, ça faisait très manège des années 80. Mais en fait, en termes de vieillissement, c'était pas non plus formidable. Mais voilà, c'est des motos qui ont une gueule, qui représentent une forme d'âge d'or de la sportive nippo-française, tu vois. Ouais, et c'est quand même vachement cool. La série limitée, on va dire. Ouais. C'était très classe d'avoir une Martin. C'est tellement moche que c'est sublimement kitsch, ou le contraire, tu vois ce que je veux dire. Coluche a eu des Martins. Oui, je sais. Ouais, tu vois, moi, je te verrais bien aller acheter tes graines bio dans le 11e avec ça, quoi. Avec l'aileron derrière. Avec l'aileron derrière. Ouais, j'adore. Voilà. En parlant d'aileron, Fred, viens voir, il y a des travaux de recherche sur l'aérodynamisme qui sont intéressants. Alors là, mon cher Gilles Guimauve, je suis circonspect sur l'esthétique de cette en fait, c'est pareil, si tu veux, c'est des motos qui ont couru le bol d'or. À l'époque, on était sur une vision un petit peu, je dirais, aléatoire de l'aérodynamisme. On savait bien qu'il fallait travailler les flux, etc. Et on était arrivé sur cette espèce de croisement entre des moustaches et une grenouille. Et c'est comme ça qu'on faisait des motos de course. Imagine-toi à fond dans la grande ligne droite du Mistral avec ça pendant 24 heures. Ça devait laisser des souvenirs. N'empêche que voilà, c'était à l'époque le top de la performance. Là, je te parle au début et au milieu des années 70. Alors, on va pas non plus faire toute l'histoire des CB. Il y a un truc intéressant, c'est la Honda Matic. Viens voir. Alors là, en fait, tu as 4 millésimes, 4 générations de Honda Matic. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour la verte, je la trouve superbe. Et tu as la dernière qui est une version japonaise qui se distingue par son absence de chrome. Donc, elle a les garde-boue noirs. Après, techniquement, c'est à peu près les mêmes motos, à la différence près des échappements et des roues. Parce qu'on passe à l'époque sur la transition entre les roues à rayons et les roues à bâton. Ce qui est intéressant, c'est que ça répond à un besoin, ou en tout cas, ce que Honda avait identifié comme étant un besoin du marché américain, c'est-à-dire une vraie culture de la voiture et de la mobilité en boîte automatique. Ils font donc cette machine qui a un convertisseur de couple et une boîte à 2 rapports. On peut les passer au pied. Il n'y a pas d'embrayage, contrairement à la Moto Guzzi Convert, qui fut la première d'ailleurs dans l'histoire à proposer ce type de boîte. On pouvait changer de rapport en roulant, c'est-à-dire démarrer sur le rapport court et passer le rapport long une fois qu'on sortait de la ville, ou démarrer sur le long ou repasser la première en montagne. Enfin, on pouvait faire ça sans que ça pète, ce qui n'était pas tellement le cas de la Moto Guzzi. Alors déjà que la CB 750 standard, effectivement à l'époque, elle a fait forte impression. Quand on l'essaye aujourd'hui, on se dit bon, ça marchouille, mais enfin en termes de sensation, c'est pas non plus l'éclat total. Je dis ça sur le stand Honda CB, je prends des gros risques. La version automatique, elle était dégonflée. Les carburateurs étaient plus petits, le haut moteur, les arbres à câbles, machin, étaient moins performants. Et elle sortait quasiment une douzaine de chevaux de moins. Et donc on est vraiment sur une moto très douce, très ronde. Après, c'est pas le grand frisson, c'est la balade tranquille. Toi qui aimes bien les nanars italiens avec des châssis en fonte et des moteurs culbutés, je pense pas que ce soit ta cam, Marcel Pellerin. Non, parce que comme tu dis, elle était plus lourde, elle avait moins de chevaux. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce modèle-là, il faut savoir qu'elle avait été importée par Honda France dans l'idée de l'homologuer en France. Il y en a eu très peu, c'est ça. Non, en fait, ils ont décidé de pas les importer parce que en fait, les moteurs français. Je vois bien les mecs chez Honda France, ils ont fait le tour à Marne-la-Vallée, ils ont fait voilà, tu sais donc quoi. Celle-là, elle avait été importée par Honda France dans une vue d'homologation pour en vendre en France, puis finalement ils se sont dit non. Par contre, coloris vert, compteur vert, Fred, tu nous filmeras ça s'il te plaît. Je trouve ça mais délicieusement. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un début de Goldwyn un peu? Si, la trappe comme ça. Tu vois la trappe. Alors la trappe, elle vient avant. La trappe, elle vient sur la CB 550 de 74. Tu vois, la trappe de réservoir. Grand tourisme. Ouais, c'est ça, avec le guidon tranquillou, voilà. Et puis on termine. Alors ça, c'est autre chose. C'est une moto qu'Honda a fait pour le Tour de France moto à l'époque. C'était une épreuve de rallye routier qui était super importante. Et en plus, à l'époque, les mecs s'y roulaient, mais comme des chiens, c'était des milliers de kilomètres
sur les départementales la nuit, sous les graviers. Enfin, c'était vraiment une épreuve de Forza. À l'époque, c'était beaucoup de renommée. C'était sur route ouverte, hein, donc c'était pas exempt de risque. Donc Honda France a fait des motos pour cette épreuve. Et ce que je voudrais te montrer, c'est la CB 750K. Alors ça, c'est la fin de la lignée. De mon sens, c'est pas la plus belle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une moto de transition, c'est-à-dire qu'elle commence avec le simple arbre et le de soupape, et elle finit, Fred, regarde-moi ça, avec le double arbre et le 16 soupape, et en fait, c'est une moto de transition avec les Honda Boulder. Marcel, J'ai un petit doute. tu saurais nous dire des choses sur la Honda Boulder? Non, Mais tu là, sais quoi? Ouais. attends, là c'est CB750 cassette, Ouais. mais après, entre ça et ça, il n'y a pas eu les CB750 F1 et F2 qui étaient les premières évolutions du moteur CB750, Si. plus puissant avec des Oui, gros mais 4 des soupapes les plus Boulder. grosses. Ouais. Oui. Et mais en la fait, transition, c'est le Ouais, la c'est ça. transition, normalement ici, il devrait y avoir une 750 F2, Ouais, voilà, qu'il n'y a pas. Donc, Qu'il y a pas. ça n'a pas fait de ça à ça. d'accord. Voilà. En tout Je cas, tenais à préciser. juste après, c'est les Honda Boulder. Les Boulder, c'est encore une autre série parce que tu as les 750, les 900, les 1100, la CB 1100R. C'est une lignée différente qui mérite là aussi un autre apéro. Merci de nous avoir suivis. Marcel, toi qui aimes les nanars européens avec des cadres en fonte et des moteurs culbutés, qu'est-ce que tu prendrais sur ce stand? Alors, celle que j'ai eue et qui n'est pas là, j'avais une Egli Honda Ah, 750. mais il a toujours des trucs Avec improbables. lequel j'ai couru en Afamac et Ouais. qui était une moto extraordinaire. Le seul problème, c'est que ce moteur-là, en fait, il est sympa, mais dès qu'on le prépare, moi j'avais fait alléger le vilebrequin, etc. La distribution ne tenait pas. Et en fait, le moteur était, dès qu'il était préparé, il n'était pas fiable. Il était fiable de série, ce moteur-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, si je devais en prendre une, eh ben, je prendrais le petit Roadster Honda S800, en fait. Ah, voilà. Parce que j'adore les vieilles voitures. D'ailleurs, je vais le prendre. Allez, je vais partir avec parce que c'est ce que j'ai envie d'avoir sur ce stand. Salut. Bon, on va laisser Marcel partir se faire la Dolce Vita tout seul sur CS800. Merci d'avoir suivi cet apéro. Dites-nous si la CB ça vous parle, laquelle vous préférez. À bientôt sur Motomac. Bisous sur le casque, soyez prudents et à bientôt pour un autre apéro.